Le vent sifflait bas sur la route de campagne déserte, soulevant la poussière en de petits tourbillons. Au milieu de cette étendue oubliée, une jument gris argentée se tenait immobile. Sa patte arrière gauche tremblait, le sang traçant lentement une ligne le long de son flanc. La pluie menaçait au-dessus d'elle, mais elle ne sciait pas. Ses yeux, grands, sombres, emplis de sagesse, fixaient quelque chose d'invisible. Pas de la peur, pas de la douleur, quelque chose de plus profond. Elle expira brusquement et attendit. À quelques kilomètres de là, le monde sentait l'argent et l'ambition. Le haras Lefebvre scintillait sous le soleil du matin. Clôture blanche, selle polie, chemise en soie et champagne. C'était le genre d'endroit où les gens n'aimaient pas les chevaux. Ils pariaient sur eux, les achetaient, les vendaient. Richard Lefebvre se tenait près de la carrière d'entraînement, les bras croisés, le regard acéré. Il ne voyait pas Luna comme une créature de grâce. Pour lui, elle était un actif qui avait échoué, mais juste à la lisière du domaine, dans un mobil-home rouillé niché près d'un champ de maïs, Chloé Dubois rinçait la boue de ses bottes usées. Ses mains étaient crevassées à force de curer les box, ses épaules tendues par le nettoyage des sols. Pourtant, elle souriait quand elle entendait un cheval hennir, même de loin. Elle ne le savait pas encore, mais l'un de ses chevaux était sur le point de tout changer. Et cette nuit-là, sous un ciel lourd d'orage, quelque chose que personne n'attendait allait commencer. Chloé Dubois n'a pas grandi avec des rêves, elle a grandi avec des responsabilités. Sa mère, Thérèse, avait travaillé comme femme de ménage au haras Lefebvre pendant plus de 15 ans, nettoyant les écuries, récurant les salles de bain des invités et polissant les plaques de laiton à l'extérieur du grand salon du domaine. Chaque été depuis que Chloé avait 12 ans, elle aidait sa mère entre les petits boulots et l'école. Ce n'était pas une vie de facilité, mais elle était réelle, honnête. Maintenant, à 22 ans, Chloé partageait ses journées entre une formation d'assistante vétérinaire et de longues heures de travail au haras. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui sait se faire discret, la tête basse, les mains occupées, le cœur plein mais silencieux. Les chevaux, elle les comprenait, les gens, pas tellement. C'est au cours d'un de ces longs après-midi qu'elle a vu Luna pour la première fois. La jument se tenait seule à l'autre bout du paddock. Contrairement aux autres chevaux de concours, agitée, nerveux, choyée, Luna était calme. Observatrice. Une cicatrice courait le long de son épaule, pâle mais bien là. Chloé l'a remarqué immédiatement. Chaque fois qu'elle passait, Chloé ralentissait un peu. Luna la regardait, les oreilles frémissantes. Pas avec peur, avec curiosité. Alain Fournier, le vieil entraîneur qui travaillait chez les Lefebvre depuis plus longtemps que quiconque, l'a surprise une fois en train de la fixer. Elle n'accorde pas sa confiance facilement, dit-il, la voix rauque par l'âge. Elle est assez intelligente pour savoir qui s'en soucie et qui s'en fiche. Chloé hocha la tête. Elle s'en souciait, mais il y avait des règles, non écrites. Les filles comme elle ne s'approchaient pas des chevaux comme Luna. Pas sans l'autorisation de quelqu'un. Et Richard Lefebvre ne donnait pas d'autorisation. Il donnait des ordres. Lefebvre avait bâti son empire sur le contrôle, élever des champions, vendre des gagnants. Perdre ne faisait pas partie de son vocabulaire. La pitié non plus. Un après-midi, Chloé l'a vu crier sur Alain près de la carrière. Luna avait refusé un obstacle pendant l'entraînement. Une petite erreur, mais Richard était furieux. Son visage était rouge, sa voix tranchante comme un fouet. Si elle ne peut plus concourir, elle est inutile. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alain n'a pas répondu. Mais quelque chose a répondu en Chloé. Quelque chose a changé en elle. Une fureur silencieuse, une douleur impuissante. Elle a regardé Luna être emmenée, la tête basse, les jambes boueuses, et pour la première fois de sa vie, Chloé a souhaité avoir du pouvoir, pas pour gagner, mais pour protéger. Chloé avait toujours voulu une chose, guérir, pas seulement les animaux, mais aussi ce genre de blessures silencieuses que les gens ne voient pas. Elle rêvait de devenir vétérinaire, non pas pour le prestige ou l'argent, mais parce que réparer les choses brisées la faisait se sentir entière.
Luna était différente de tous les autres chevaux du haras. Elle était plus grande que la plupart des juments, avec un feu silencieux derrière les yeux. Alain disait souvent qu'elle n'était pas faite pour la vitesse pure, mais pour la précision. Une sauteuse, élégante et féroce. C'est arrivé un mercredi. Des nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus du domaine, alors que Luna était emmenée dans la carrière pour un dernier essai avant le prochain derby. Richard regardait depuis les gradins, les bras croisés, les lèvres pincées. Ses investisseurs étaient là aussi, costumes impeccables, sourires faux. Chloé, qui n'était pas de service mais qui traînait près de la barrière, regardait de loin. Ses mains serrées à la clôture. Alain semblait mal à l'aise. La piste était glissante à cause de la pluie du matin, mais Richard a insisté pour que l'épreuve ait lieu. Luna a pris les premiers sauts comme de la poésie en mouvement. Mais, alors qu'elle approchait du triple, trop tôt, trop vite, sa patte arrière a glissé. Son corps s'est tordu en l'air. Le bruit de sa chute fut effroyable. Un cri aigu s'est échappé de sa gorge alors qu'elle s'effondrait. La carrière est devenue silencieuse. Alain a couru à ses côtés, s'agenouillant dans la terre. Chloé ne pouvait plus respirer. Richard est descendu lentement, calme comme la pierre. Il a jeté un coup d'œil à Luna, haletante, tremblante, incapable de se relever. Puis il s'est tourné vers Alain. C'est fini pour elle. Elle est blessée, a répliqué Alain. Elle est un poids mort, a répondu froidement Richard. Fais-la piquer ou sors-la de ma propriété. Chloé a fait un pas en avant, mais Thérèse lui a attrapé le bras. Ne fais pas ça, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Ce n'est pas notre monde. Plus tard dans la nuit, Chloé a entendu deux palefreniers parler à voix basse. Ils la balancent sur la nationale 16, a dit l'un. Elle respire encore? Je ne crois pas que ça préoccupe Lefebvre. Elle a à peine dormi, elle pouvait encore voir les yeux de Luna, grands, non pas de douleur, mais de trahison. Le lendemain matin, avant l'aube, Chloé a emballé des serviettes, une trousse de premier secours et une lampe de poche. Elle a emprunté la vieille camionnette de son grand-père et est partie sans rien dire à personne. Elle a conduit lentement, scrutant chaque fossé et chaque clôture. Et puis, elle l'a vue. Luna gisait juste derrière la lisière des arbres, le corps strié de boue et de sang séché. Sa jambe était enflée, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait encore. Elle a levé faiblement la tête à l'approche de Chloé. « Eh, ma belle !» a murmuré Chloé, les larmes déjà dans la voix. « Ce n'est pas fini. » Pas encore. Elle est tombée à genoux, berçant la tête de Luna dans son giron. Pas d'ambulance, pas de vanne. Juste une vieille camionnette, une rampe rouillée et le fil fragile de la confiance entre deux âmes brisées. La vieille grange au bord du terrain de Papy Jean n'avait pas abrité de cheval depuis plus d'une décennie. Autrefois, elle résonnait de sabots et de rires à l'époque où Jean entraînait encore des chevaux et où Chloé était une enfant qui montait à cru avec des boucles sauvages et sans peur. Maintenant, elle était silencieuse, pleine de toiles d'araignée et de vieux outils, mais c'était un abri, et c'était tout ce qu'ils avaient. Ils ont déchargé Luna lentement, prudemment. Jean, bien qu'hésitant au début, n'a pas posé de questions. Au moment où il a vu l'animal, quelque chose s'est adouci en lui. « Elle est en mauvais état », a-t-il dit en s'agenouillant à côté de sa jambe blessée, « mais elle n'est pas encore partie. » Chloé a travaillé toute la nuit. Ses mains tremblaient, mais son cœur n'a pas faibli. Elle a nettoyé les plaies, appliqué des compresses froides faites de petits pois congelés, déchiré de vieux draps en bandage de fortune. Jean la guidait avec des mots calmes, mais la douleur était réelle et les ressources rares. Le lendemain matin, Chloé a appelé son travail à temps partiel à la clinique vétérinaire et a menti. « Urgence familiale », a-t-elle dit. « Je ne viendrai pas aujourd'hui. » Au troisième jour, son mensonge s'est transformé en silence. Luna avait cessé de manger. Sa jambe avait doublé de volume, chaude au toucher. Chloé luttait pour rester calme, mais la peur la rongeait. Infection, septicémie, collapsus. Elle avait dépensé ses économies en fournitures. La vieille camionnette avait besoin d'essence. Et quelqu'un avait signalé un cheval en liberté près de la nationale 16. La gendarmerie est passée une fois, juste de passage ou peut-être pas. Chloé a caché Luna derrière les vieilles bottes de foin.
Jean est resté sur le porche avec son café et son calme. « Il n'y a que ma petite fille et moi ici », a-t-il dit. On n'a rien vu. La grange a commencé à ressembler à une prison. Chloé manquait de temps. Pour ne rien arranger, sa mère l'a découvert. « Tu as volé un cheval du haras Lefebvre ?» a sifflé Thérèse un soir, coinçant Chloé près de la camionnette. « Il pourrait nous ruiner. Tu crois qu'il ne le découvrira pas? Tu crois qu'il laissera passer ça ?» Chloé n'a pas répondu. Ses yeux étaient rouges, ses bras étaient couverts de bleu à force de soulever le poids de Luna pendant les étirements. « Je ne l'ai pas volé », a-t-elle finalement dit. « Je l'ai sauvé. » Jean, qui avait entendu, n'a pas dit grand-chose. Il a juste tendu à Chloé un pot de pommade maison. « Utilise ça ce soir », a-t-il dit doucement. « Mais elle aura besoin de plus que des médicaments, Chloé. Elle aura besoin d'une raison de se battre. » Et c'est alors que Chloé a commencé à lui lire des histoires. La nuit, quand l'air devenait froid et que la grange craquait de fantômes, elle s'asseyait à côté de Luna et lisait de vieux manuels vétérinaires ou des contes de fées de son enfance. Luna clignait lentement des yeux, ses oreilles frémissant au son de la voix de Chloé. Les jours se confondaient. Chloé dormait à peine. Son corps lui faisait mal. Ses notes ont chuté. Son téléphone vibrait de messages sans réponse de son patron. Elle a manqué un examen. Elle a manqué un loyer. Puis le pire est arrivé. Un homme dans un 4x4 sombre s'est présenté au bout du chemin de gravier. Il n'est pas sorti. Il a juste regardé. Jean est sorti avec une clé à molette à la main, sans cacher sa posture. Le 4x4 est parti, mais pas loin. Chloé pouvait sentir des yeux sur eux après ça. Cette nuit-là, Luna s'est effondrée pendant une séance d'étirement. Sa jambe a cédé et elle est tombée sur le côté, manquant de peu Chloé. Chloé a craqué. Elle a crié. Pas de peur, mais de rage. Elle a frappé les murs de la grange avec ses poings jusqu'à ce que ses jointures saignent. « Je ne peux pas te perdre », a-t-elle murmuré en s'effondrant sur le sol. « S'il te plaît, pas toi. » Luna n'a pas bougé. Chloé s'est allongée à côté d'elle dans la paille, silencieuse. La grange était silencieuse, trop silencieuse. Dehors, le vent a tourné. Jean a allumé une cigarette, regardant les arbres se balancer comme s'il savait que quelque chose approchait. Et au plus profond de ce silence, Chloé a entendu un son doux, un souffle, un battement de cœur. Luna a levé la tête, à peine, juste assez. Et pour la première fois depuis des jours, ses yeux étaient clairs. Avez-vous déjà vu un animal s'accrocher, juste parce que quelqu'un croyait en lui? Parfois, ce ne sont pas les médicaments, c'est la voix à côté d'eux, le contact qui dit « tu comptes ». Si vous avez déjà sauvé ou été sauvé par un animal, partagez votre histoire dans les commentaires. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de l'entendre en ce moment, parce que certaines âmes parlent plus fort, sans jamais dire un mot. Le soleil filtrait à travers les lattes de la grange comme des fils d'or. Chloé s'était endormie blottie contre le flanc de Luna, son visage enfoui dans le cou de la jument, sa respiration maintenant régulière, plus prise entre la peur et l'épuisement. Gin est entré doucement dans la grange, tenant 2 tasses de café soluble. Il s'est arrêté sur le seuil. Quelque chose semblait différent. Luna était debout, instable, oui, mais debout. Sa patte arrière portait encore le poids avec précaution, mais c'était clair, elle s'était levée toute seule. Chloé s'est réveillée en clignant des yeux. Quand elle a vu Luna droite, sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Luna a fait un lent pas en avant, pas par instinct, pas par panique, délibéré, un choix. Chloé a attrapé le licol, doucement, s'attendant à une résistance. Luna a baissé la tête, la laissant le lui enfiler. Ses yeux ont croisé ceux de Chloé. Aucune peur, juste de la reconnaissance. Jean a expiré un souffle qu'il ne réalisait pas avoir retenu. « Ça alors ?» a-t-il marmonné en sirotant son café. À partir de ce jour, les choses ont changé. Luna a recommencé à manger. Elle suivait la voix de Chloé, répondait à son contact. Les bandages ont été enlevés. La boiterie est restée. Mais elle n'était plus aussi lourde, comme si elle avait décidé que cela ne la définissait plus. Ils ont commencé de courtes promenades autour du pré. Chloé gardait ses pas lents, sa voix douce. « Tu n'es pas brisée, murmurait-elle.
tu guéris. Un après-midi, alors que Jean réparait un poteau de clôture cassé, Luna a eu peur d'un fort coup de tonnerre. Elle a pris le galop, mais s'est arrêtée à quelques mètres et s'est retournée cherchant Chloé. Chloé a levé la main calmement. « Tout va bien », a-t-elle dit. « Je suis là. » Luna est revenue. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se reposait à nouveau dans la grange, Chloé s'est assise à côté d'elle et a posé la question qu'elle gardait en elle. « Pourquoi n'as-tu pas abandonné ?» La jument n'a pas répondu, bien sûr, mais elle a appuyé sa tête contre l'épaule de Chloé et a laissé échapper un lent et profond soupir. Personne d'autre n'aurait compris. Mais Chloé, si. Elle a souri à travers ses larmes et a murmuré « Ouais, moi non plus ». Dans les petites villes, les nouvelles voyagent plus vite que sur Internet. 2 semaines après que Luna se soit relevée seule, Alain Fournier a frappé à la porte de la maison de Papy Jean. Sa chemise en flanelle était trempée par la pluie et ses yeux, habituellement fatigués et sur la défensive, contenaient autre chose ce jour-là. De l'espoir. « J'ai entendu une rumeur », a-t-il dit. « Une jument argentée avec une mauvaise jambe, qui montre à nouveau des signes de vie. » Chloé est sortie sur le porche, les bras croisés, ne sachant pas si elle devait mentir ou dire la vérité. « Tu l'as trouvée, n'est-ce pas ?» a dit Alain doucement. « Tu l'as sauvée. » Elle a hoché la tête, lentement. Il ne lui a pas fait la morale. Ne l'a pas mise en garde contre Richard ou le risque juridique. Au lieu de cela, il a simplement demandé « Je peux la voir ?» Dans la grange, Luna a hésité en voyant Alain. Mais après quelques minutes, elle l'a laissé lui caresser la crinière. Sa voix s'est brisée quand il a murmuré « Tu as toujours ce feu, hein ?» Alain est devenu partie intégrante de la routine, vérifiant ses articulations, massant les tendons, aidant Chloé à mettre en place des exercices de renforcement avec de vieux pneus et des bottes de foin. Le changement chez Luna était indéniable. Sa boiterie a diminué. Ses yeux s'illuminaient pendant le mouvement. Elle a même trotté une fois, timidement, mais avec fierté. Chloé, Alain et Jean travaillaient, comme s'ils avaient fait ça depuis des années. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Juste, pas ensemble, pas comme ça. Mais la paix ne dure jamais longtemps, quand le pouvoir se sent menacé. Richard Lefebvre avait remarqué l'absence de Luna. Il avait posé des questions, trop de questions. Les 2 palefreniers qu'il avait laissés sur le bord de la route n'avaient pas été assez malins pour se taire. Ses avocats étaient en mouvement. Chloé a trouvé un morceau de papier plié collé à la porte de la grange. Restituer la propriété immédiatement ou faire face à des poursuites pénales. Signé, Cabinet Lefebvre et associé. Ses mains tremblaient en le lisant. Alain le lui a pris, l'a froissé dans son poing. « Ce n'est pas une propriété », a-t-il dit. Plus maintenant. Mais Richard ne le voyait pas de cette façon. Le lendemain, un camion noir tournait de nouveau au ralenti juste derrière la clôture de Jean. Pas le même qu'avant. Celui-ci avait des vitres teintées et ne prenait pas la peine de se cacher. Chloé a senti son estomac se nouer. Luna, qui broutait dans le champ, a soudainement levé la tête. Ses oreilles se sont raidies. Même elle le savait. Ils avaient été trouvés. La tension dans la maison des Dubois s'épaississait d'heure en heure. Jean gardait son fusil de chasse chargé près de la porte. Pas pour l'utiliser, disait-il, juste au cas où quelqu'un oublierait comment frapper. Alain a doublé les rondes de nuit autour du pré, une lampe de poche dans une main, le nom de Luna sur les lèvres. Chloé dormait à peine. Non pas parce qu'elle avait peur des avocats de Richard. Elle avait peur de perdre Luna à nouveau. Thérèse, sa mère, a finalement rompu le silence au dîner. « Ce n'est pas ton combat, Chloé », a-t-elle dit doucement. « Tu ne vas pas gagner. » Chloé a posé sa fourchette. Sa voix ne s'est pas élevée. « Si je ne me bats pas pour elle, qui le fera ?» Dehors, les lumières de la grange vacillaient avec le vent. Luna se tenait près de la barrière, sa robe captant la dernière trace de lumière du jour. Elle semblait plus forte, plus calme, mais pas invincible. Alain les a tous réunis cette nuit-là, Jean, Chloé, même Thérèse. Il a exposé un plan. Si cela va en justice, nous aurons besoin de preuves, dossier vétérinaire, photos de la blessure, témoignages. Je parlerai de son état. Chloé, tu tiens un journal. Jean, tu parles à Madame la juge Marguerite Laurent. La juge Laurent, Jean a haussé un sourcil. Tu penses qu'elle s'en souciera? Elle a jugé le premier concours de Luna,
a répondu Alain. Elle se souvient d'elle. Elle se souvient de ce qu'elle représentait pour cette ville avant que Lefebvre n'en fasse un trophée. Madame la juge Marguerite Laurent est arrivée 2 jours plus tard dans un manteau bleu marine et un chapeau à large bord, comme si le tribunal ne l'avait jamais quittée. Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle a juste observé. Observé Chloé guider Luna dans de lents exercices de marche. Observer Luna répondre aux signaux vocaux et aux contacts visuels. Observer comment Chloé a pleuré quand Luna a franchi une barre basse pour la première fois depuis des semaines. Puis, Marguerite s'est retournée et a dit une seule phrase. « Ce cheval n'est plus le même animal qui a été abandonné. » Chloé a senti sa poitrine se serrer. « Parce que quelqu'un l'a vu comme plus qu'une erreur », a ajouté la juge. Mais les menaces n'ont pas cessé. Une lettre officielle est arrivée, une date de procès, une demande de restitution de bétail de valeur. Richard en avait fini de se cacher dans l'ombre, et puis le coup de grâce est arrivé, un gendarme frappant à leur porte. « Je suis ici au nom de Monsieur Lefebvre », a-t-il dit sèchement. « Vous devrez comparaître au tribunal lundi prochain. Et d'ici là, ce cheval fait l'objet d'un litige. S'il est déplacé, saisi ou blessé, des poursuites seront engagées. » Chloé est restée figée. Derrière elle, Luna a henni doucement, comme si elle comprenait chaque mot. Lundi est arrivé enveloppé dans un ciel gris, et un silence qui semblait répété. Le tribunal de Clairefontaine n'était pas grandiose, juste des murs lambrissés, des drapeaux délavés, et une petite galerie qui s'est rapidement remplie une fois que la nouvelle s'est répandue. Les habitants avaient suivi l'histoire de Luna comme une légende locale. Maintenant, ils étaient là pour voir comment elle se terminerait. Richard Lefebvre est entré flanqué de 2 avocats, son expression illisible, son costume impeccable. Chloé était assise à côté d'Alain, les mains fermement jointes sur ses genoux. Jean s'est penché en avant, son chapeau posé à côté de lui. Madame la juge Marguerite Laurent présidait. « Affaire 2045 », a-t-elle annoncé. « Lefebvre contre Dubois. Concernant la propriété légale et le bien-être d'une jument pur sang nommée Luna. » Les avocats de Lefebvre ont commencé. Ils ont parlé de contrats, de valeurs de reproduction, de pédigré et d'investissement. Pour eux, Luna était de la paperasse, un signe dollar avec des sabots. Puis ce fut le tour de Chloé. Elle s'est levée lentement. Sa voix était basse mais ferme. Elle a été laissée sur le bord d'une route nationale, en sang, seule. Elle n'a pas été traitée comme une propriété. Elle a été jetée comme un déchet, mais elle a survécu. Pas grâce à celui qui l'a élevée, mais parce que quelqu'un lui a donné une chance. La juge a haussé un sourcil. Et qui est ce quelqu'un, mademoiselle Dubois? Chloé s'est tournée vers Luna, qui se tenait juste devant les portes arrière de la salle d'audience avec un accompagnateur. Je pense qu'elle dirait que c'était nous deux. Alain a suivi. Il a détaillé ses blessures, sa convalescence. Jean a confirmé la chronologie. Même Thérèse s'est levée pour dire doucement « J'ai vu ma fille perdre le sommeil, sauter des repas, tout abandonner juste pour garder ce cheval en vie. » L'avocat de Lefebvre s'est opposé. Anecdotique, sentimental. Rien de tout cela ne prouve la propriété. Madame la juge Laurent s'est adossée à son fauteuil. « Non », a-t-elle dit. Mais cela prouve autre chose. La salle a retenu son souffle. Puis Marguerite a fait quelque chose que personne n'attendait. « Je veux la voir », a-t-elle dit. « Maintenant, faites entrer le cheval. » Des halètements ont rempli la salle. Quelques minutes plus tard, Luna est entrée dans la salle d'audience. Le doux claquement de ses sabots sur le plancher en bois a résonné comme le tonnerre. Sa robe brillait d'argent sous les néons. Ses oreilles se sont tournées en arrière, mais elle n'a pas paniqué. Chloé marchait à ses côtés, les rênes lâches. Puis, sans signal ni avertissement, Luna s'est arrêtée, s'est retournée, s'est approchée de Richard. Il s'est raidi. Elle n'a pas bronché. Elle est simplement restée là, à le regarder fixement. Pas par reconnaissance, mais comme pour dire « Tu m'as abandonné une fois, et j'ai survécu quand même. » Richard a détourné le regard. Puis Luna s'est retournée à nouveau, vers Chloé, et a posé sa tête sur l'épaule de la jeune fille. La salle était silencieuse. La juge a enlevé ses lunettes. Ce tribunal reconnaît la valeur des contrats, mais il reconnaît aussi la cruauté, l'abandon
Et par-dessus tout, la transformation. Elle a jeté un coup d'œil à Richard. Vous avez renoncé à vos droits sur elle le jour où vous l'avez laissée derrière vous. Le marteau est tombé une fois. Et juste comme ça, Luna était libre. Dehors, devant le palais de justice, la pluie a commencé à tomber. Chloé n'a pas couru. Elle a marché à côté de Luna sous le crachin, le visage tourné vers le ciel, riant à travers ses larmes. Luna a henni une fois, les oreilles en avant, la queue battant comme si elle savait. Ce n'était pas la fin, c'était un commencement. La grange avait l'air différente maintenant. Non pas parce que les murs avaient changé ou que le sol avait été réparé, mais parce qu'elle était devenue plus qu'un abri. C'était un lieu où les choses revenaient à la vie. Chloé se tenait près de la barrière ouverte, regardant Luna brouter dans le champ. La boiterie était à peine perceptible maintenant. La cicatrice sur son flanc s'était estompée en quelque chose de doux, presque beau. Alain avait commencé à l'appeler la reine du comeback. Jean, bien qu'il ne l'admettrait jamais, laissait des pommes fraîches près de son box chaque matin. Même Thérèse a commencé à visiter la grange, parfois juste pour s'asseoir en silence à côté de la jument. Et Luna, elle semblait plus légère, comme si le poids d'avoir été oubliée s'était enfin levé. Chloé ne s'est jamais vantée. Elle n'a rien posté sur ce qui s'est passé. Mais les gens ont commencé à venir, des étudiants, des voisins, des étrangers qui avaient entendu des chuchotements sur la fille qui s'était battue pour un cheval brisé et avait gagné. Ils ne venaient pas pour voir Luna sauter ou faire des tours. Ils venaient pour se tenir en présence de quelque chose de guéri. Chloé a passé sa main sur l'encolure de Luna. Le cheval a expiré doucement et s'est appuyé contre son contact. Aucun mot n'était nécessaire. Parce que parfois, les histoires les plus puissantes ne sont pas celles que nous crions. Ce sont celles que nous vivons et celles que nous ne traversons jamais seuls. Peut-être avez-vous connu une Luna dans votre vie. Peut-être étiez-vous celui qui a été laissé pour compte. Ou peut-être étiez-vous celui qui est resté à côté de quelqu'un quand tout le monde est parti. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la. Laissez un commentaire, pas pour les chiffres, mais parce que des histoires comme celle-ci rappellent aux gens qu'ils ne sont pas seuls. Dites-moi d'où vous me regardez. Parlez-moi de l'animal qui vous a changé, ou du moment où vous avez réalisé que la guérison ne se fait pas toujours en ligne droite. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau aux secondes chances, envoyez-lui ceci, parce que quelque part, une autre Luna attend. Et peut-être que quelqu'un comme vous est celui qui la verra.